RTCI vous propose Carte sur table, l'hebdomadaire politique d'Anouar Maalla. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'occasion des élections, donc, on évite de parler beaucoup de ce qui se passe dans les débats actuels et on ne veut pas du tout interférer. Cependant, nous savons qu'il y a un certain nombre d'organisations qui viennent nous observer. Ils nous apprécient parce que d'une part, ils nous regardent de l'extérieur, mais aussi ils nous regardent en amis. Ils viennent observer parce que le processus électoral leur importe aussi. Ce sont des relations amicales très anciennes entre l'Europe globalement et la Tunisie. Donc je reçois avec beaucoup de plaisir cet après-midi Monsieur José Antonio de Gabriel Pérez. Bonsoir Monsieur Gabriel Pérez. Bonsoir. Voilà, vous êtes le chef observateur adjoint de la mission d'observation électorale de l'Union européenne en Tunisie. Vous avez participé à un certain nombre d'autres opérations d'observation. Je voudrais d'abord vous demander de nous situer le travail d'observation de l'Union européenne, ce qu'elle fait, est-ce qu'elle le fait à grande échelle, est-ce qu'elle le fait systématiquement, quels sont les pays qu'elle couvre et en quoi est-ce si important pour l'Union européenne que d'observer les élections. Merci beaucoup. D'abord, c'est un plaisir d'être ici à la maison de la radio tunisienne. Et je dirais que pour l'Union européenne, l'observation électorale est devenue un outil très important de sa politique de coopération, notamment sur le plan de la démocratisation et de la consolidation démocratique partout dans le monde. Donc l'Union européenne, elle a observé dans plus de 150 pays, plus de 150 processus électoraux dans le monde. Moi, personnellement, je participais presque à 40 de ces processus. Et effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, notre rôle d'observation, c'est d'abord une observation à long terme. On essaye de comprendre le processus dans son ensemble, ce qui implique d'avoir une analyse des inscriptions des électeurs, donc du registre électoral. Dès l'administration électorale, on va évaluer son indépendance, sa neutralité, son professionnalisme, aussi du rôle des médias lors des campagnes électorales. Pour ça, on a une unité qui fait un suivi des médias systématique et scientifique et qui nous permet de savoir quel est le traitement accordé par les différents médias aux différents candidats ou aux différents partis, en fonction du type des élections. On évalue aussi le rôle de la justice, c'est-à-dire du judiciaire dans le processus électoral. À l'occasion, pour les élections en Tunisie, c'est le rôle de chambre d'abord, oui. De chambre du tribunal administratif, et puis après de son assemblée plénière. Oui, pour l'appel. Et puis, on parle avec les partis, on parle avec les candidats, on parle avec la société civile, et avec tout ça, et en fonction de ce qui demandent les standards internationaux, c'est-à-dire les normes internationales pour des élections démocratiques, on fait une évaluation, je crois, assez détaillée. C'est pas en noir et blanc, c'est pas oui et non, c'est des teintes voilà, de gris. Très bien ici, un peu moins bien dans cet autre domaine, et puis on évalue l'ensemble, bien sûr, pour dire que si les élections se sont globalement bien passées par rapport aux standards internationaux. Et il faut dire que, aussi bien le législatif que le premier tour de la présidentielle, en termes de standards internationaux démocratiques, se sont très bien passés. D'accord, donc voilà, c'était ma deuxième question. Votre appréciation vraiment de ce qui s'est passé, bien sûr, aux législatives et au premier tour, mais d'une manière un peu plus précise, parce qu'on sait que toutes les élections sont critiquables,
ce n'est jamais parfait, je pense, y compris peut-être en Europe, il y a souvent des remarques, il y a toujours quelqu'un qui se plaint de quelque chose, c'est normal. Alors si vous deviez nous classer quelque part dans ces teintes de gris, on serait très proche du blanc? Tout à fait, très proche du blanc, et vous évoquez justement une grande vérité, c'est le fait qu'aucun processus, dès la complexité du processus électoral qui implique toute la société, ne va jamais être à 100% parfait. Mais pour nous, le plus important, c'est d'un côté qu'il soit inclusif, donc que tous qui veulent participer légitimement puissent participer, qu'il soit pluraliste, c'est-à-dire que les différentes sensibilités politiques y soient présentes, aussi bien du côté des électeurs que du côté des candidats, c'est-à-dire qu'on puisse voter pour l'option qu'on veut voter parce qu'il y a quelqu'un qui la représente, parce qu'il n'a pas été empêché ou interdit, comme c'était le cas en Tunisie par le passé, n'est-ce pas? Donc c'est une formidable évolution. Donc il faut aussi que les médias présentent, ouvrent leur microphone, ouvrent les studios aux différentes sensibilités, aux différents candidats, pour que le message puisse passer. Il faut aussi que c'est que les citoyens ont voté soient respectés et les dépouillements répondent au contenu des bulletins de vote, et puis que tout ça soit agrégé d'une manière transparente et objective, donc qu'on soit sûr que c'est que les Tunisiens ont exprimé aux urnes, c'est ce qui va déterminer la composition du nouveau Parlement ou qui va occuper le palais des Carthages. Et puis, il faut que si jamais il y a de dépassements, il y a des infractions, il y a des délits électoraux, il existe une manière de trancher sur soi conformément aux règles de l'état de droit. Donc ça, c'est le rôle du tribunal administratif. Et je dois féliciter le pays pour ce qu'il a fait jusqu'à présent. Parce que, sans doute, sur tous ces registres, ce que la Tunisie a fait doit être classé très 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 haut. Et je dirais que là, il ne faut pas faire de comparaison régionale. Vous pouvez parfaitement vous permettre de faire de comparaison à l'échelle mondiale avec les démocraties. Dans les standards mondiaux. Oui, avec les démocraties les plus développées. Ceci dit, les élections, c'est pas toute la démocratie. Il y a aussi la culture politique qui doit se développer. Il y a d'autres éléments. Ça prend du temps. Oui, et il y a d'autres éléments d'ordre économique, d'ordre social qu'on ne peut pas maîtriser, qui sont de fondement pour que cette aventure qui a commencé avec la Révolution et qui s'est continuée avec pas mal de difficultés pendant la transition, mais aussi avec beaucoup de forteresses, a permis que ces élections se soient passées. Et presque 4 ans après, on voit et on a remarqué un fort engagement aussi bien de la société tunisienne que des institutions politiques de la transition, et c'est très important, des partis politiques et des candidats, pour que ça soit une réussite. Maintenant, à vous de jouer, à vous de développer la nouvelle constitution, à vous de mettre en place une démocratie stable. Mais côté élection, et vous pouvez voir ça exactement dans nos déclarations préliminaires, on en a publié 2, et jusqu'à présent, une pour les élections législatives, l'autre pour le premier tour de l'élection présidentielle. Et évidemment, vous trouverez des nuances, parfois plus positives, plus négatives, mais en ce qui concerne l'important, c'est dont on parlait tout à l'heure, et c'est très blanc. Oui, sur l'essentiel, on passe. Parfait. Alors, monsieur Gabriel Pérez, je sais que vous êtes quand même tenu à un devoir de neutralité, on va dire. Je ne veux pas vous gêner sur votre terrain en tant qu'observateur. Cependant, je ne peux pas ignorer que vous êtes professeur de sciences politiques dans plusieurs universités d'Espagne. Donc vous êtes quelqu'un qui a aussi le droit, peut-être moi même parfois l'obligation, de s'exprimer lorsqu'il est interrogé. Je voudrais vous soumettre juste une petite polémique qu'on a eue. À un moment donné, un des 2 candidats de la finale, le candidat Moussef Marzouki, a déposé donc 8 plaintes, 8 recours devant le tribunal administratif, et beaucoup de gens avaient dit c'est son droit, le plus total. Même si d'une manière ou d'une autre il essaye de repousser
la date parce qu'il sent que si les semaines étaient un peu plus nombreuses d'ici le deuxième tour, cela pourrait jouer en sa faveur. Donc c'est de bonne guerre. Après tout, la loi le lui permet. D'autres ont dit non. Attention, ça c'est un abus de droit. La loi permet oui, mais lorsque vos dossiers, non seulement en première instance, n'ont pas eu d'appréciation même mitigée, c'est-à-dire il n'y avait absolument aucun doute sur l'appel, cette tergiversation supplémentaire, au contraire, semble-t-il, est une manière de perturber, c'est-à-dire d'utiliser la loi, mais sans penser à des intérêts plus importants qui sont l'intérêt public, l'intérêt général du pays, la réputation du pays, etc. Alors on est dans ce cas d'école et j'ai entendu les deux positions. Bien entendu, le camp Mounsouf Marzouki dit « mais c'est de bonne guerre ». Il n'a pas enfreint la loi et il avait le droit de déposer ses recours et il avait aussi le droit d'interjeter appel s'il n'est pas content du jugement. Et d'autres, des professeurs aussi très respectables qui ont dit non, ça c'est un abus. Sadak Marzouk par exemple a écrit récemment un article dans le journal de la presse où il dit ça c'est même condamnable, même d'après lui, hein, c'est un avocat et je crois que c'est un enseignant à la faculté de droit. Alors, est-ce que vous avez le droit de vous prononcer sur ça vraiment en tant qu'universitaire et pratiquement consultant pour nous? Voilà. Bon, mais je suis ici en tant que chef adjoint de la mission d'observation électorale, mais il y a pas de problème. Je peux bien sûr me prononcer sur ça et ce que je dis c'est clair. C'est au tribunal administratif de juger sur l'irrécevabilité ou sur la rejetabilité sur le fond ou sur la forme des recours et le tribunal administratif a la capacité de se prononcer sur tous les détails et même d'évaluer la pertinence ou non pertinence des recours. Et nous on a étudié le recours et dès qu'ils seront rédigés, on va étudier aussi les décisions du tribunal administratif en deuxième recours, donc pour les appels, et sur ça nous nous prononcerons lors de notre rapport final, mais il faut dire que c'est son droit, sans doute c'est le droit pas seulement du candidat Marzouki, mais de tout candidat de déposer de plaintes, de déposer des recours. Évidemment, il faut apporter des moyens de preuve. Messieurs Marzouki a apporté des moyens de preuve, et puis après c'est au tribunal administratif de se prononcer sur sa pertinence ou non. Oui, je voulais juste vous signaler que le commissaire d'État général a admis qu'il y avait fraude et a même souligné que cela est sanctionné par le code électoral avec des peines de prison pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison. Il a cependant précisé que cela fait partie des prérogatives des chambres pénales et non du tribunal administratif, lequel s'arrête seulement sur l'incidence de la fraude sur le scrutin. Voilà, uniquement. C'est-à-dire, c'est les limites exactes, même si la fraude, il y a même eu une localité qui a été identifiée où il y aurait eu des fraudes, on va dire, massives. Mais le tribunal administratif n'a pas qualité, même si c'est condamnable, il n'a pas qualité. Tout ce qui l'intéresse, est-ce que ça a ou non incidence sur le résultat final, sur le classement par exemple des 2 candidats finalistes, ou sur éventuellement l'arrivée d'un 3e candidat qui serait lui à la place de l'un des 2, etc. Donc c'était ça Et c'est parfaitement raisonnable en termes de droit, aussi bien ce qu'a dit le tribunal administratif que ce qu'a dit le commissaire général. Donc ces sortes de procureurs dans le domaine administratif ou de la justice administrative. Évidemment, s'il y a de dépassements qui constituent des infractions, plutôt des délits électoraux, voilà, c'est aux chambres de droit pénal de se prononcer sur des éventuelles actions en justice. Mais n'oubliez pas que ce que nous faisons comme mission d'observation, c'est d'abord d'observer s'il y a eu de dépassements généralisés ou de fraudes massives qui puissent mettre en question le processus électoral. Et notre réponse est claire dans nos 2
déclaration préliminaire? La réponse est non. Et nous sommes quand même une machine professionnelle pour établir ces genres d'effets, pour les observer. Et nous observons aussi si la justice fonctionne. Et évidemment, c'est pas à nous d'émettre des décisions de justice. Mais il nous revient, bien sûr, l'obligation de voir si on a un accès réel à la justice, si la justice traite sérieusement le dossier, quelle que soit sa décision finale. Et ça, encore, on a vu que le système du tribunal administratif a fonctionné. On a l'habitude d'aller dans beaucoup de pays où, malheureusement, il n'y a pas moyen de trouver des solutions dans la juridiction, parce que soit elle est fermée pour l'opposition, parce que soit elle est complètement contrôlée par l'exécutif, etc. Dans beaucoup de pays. Dans le cas de la Tunisie, ce que nous avons vu, c'est qu'il y a eu une action assez transparente, un travail assez transparent du tribunal administratif, qui a même entamé une certaine communication avec les médias. Ce qui n'est pas courant, mais on voit qu'ils l'ont fait dans un souci de dire, écoutez, on veut être transparent, on veut que vous voyez ce qui se passe. Et ils ont agi avec beaucoup de célérité, en nous expliquant peut-être aussi pourquoi ils agissaient avec autant de... Tout à fait. C'est pas une justice expéditive, mais c'est une justice soucieuse de faire son travail au plus vite, parce que le pays n'attend pas. Je dirais que dans le domaine électoral, vous ne trouverez nulle part une justice qui ne soit pas très rapide, parce que on peut pas attendre 6 mois comme dans un procès normal civil, quelqu'un qui ne paye pas les loyers ou sur la propriété d'une maison, ça prend des années parfois, mais le pays ne peut pas attendre pour savoir qui sont leurs représentants ou qui est le président. Donc dans le monde, dans le domaine de la justice électorale, il y a 2 principes fondamentaux. L'un, c'est l'économie, c'est-à-dire si une demande ne change pas le résultat, on l'ignore. Et l'autre, c'est la célérité, c'est-à-dire il faut donner suffisamment de temps au requérant pour qu'il formule sa demande, mais il faut se prononcer rapidement parce que les temps en politique sont très courts et très pressants. Oui, absolument. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de media monitoring. Vous avez dit que vous-même êtes soucieux aussi de l'impartialité des médias, de la rigueur avec laquelle ils traitent la matière électorale, et que vous avez mis en place un dispositif pour voir si les médias sont en train de jouer leur rôle. Vous savez qu'en même temps, la AICA a son monitoring, il y a l'ISI aussi qui a son monitoring. Est-ce que vous recoupez tous ces monitorings? Est-ce que vous les exploitez? Et est-ce que vos conclusions sont proches des leurs? Oui, le résultat de notre monitoring, ils sont publiés sur notre site web et ils sont mis à la disposition consultable. Je dirais que basiquement, ils sont basés sur la même méthodologie utilisée par l'AICA pour son monitoring. Et en termes généraux, je pense qu'ils sont parfaitement compatibles. Ce qu'on dit en statistique, on dit pas qu'ils sont égaux, on dit qu'ils sont compatibles. Donc, qu'ils sont dans les marges d'erreur de toute observation basée sur un échantillon statistique. Et on parle de comptabilité. Ils sont compatibles. Il y a eu des dépassements, ils ont été remarqués, l'AICA a fait des avertissements, mais je dirais que globalement parlant, puis si on va média par média ou candidat par candidat, on peut trouver des petites différences. Mais globalement, jusqu'à présent, on est frappé par le niveau d'équilibre, de pluralisme qu'on a observé dans les élections tunisiennes. Souvenez-vous que par exemple chez nous,
on ne voit que les 2 ou les 3 principaux candidats dans les médias. Le reste n'existe pas, on le voit jamais. Ici, ça a été incroyable. Parfois très difficile à médias pour le gérer. Et spécialement pour le média public, donc, comme c'est votre cas, comme c'est le cas de la Ouattani. Pourquoi? Parce que vous étiez censé de respecter scrupuleusement les règles d'équilibre, d'équité avec tous les candidats. Et hélas, vous aviez 1300 listes qui n'étaient même pas regroupées par parti. Oui. Donc c'était un peu... Donc, par exemple, si on parle de 2 partis qui avaient une présence dans toutes les circonscriptions du pays, alors il fallait accorder 33 bandes. Oui. C'était un peu excessif. Donc oui. Ça brouillait tout. Et notre impression, c'est que lors des législatives, la politique était absente des médias. On parle plus de l'ISI, on parle plus des laïcs, on parle plus du gouvernement, et on parle plus de la société civile, on parle plus des observateurs que de véritables protagonistes de la politique qui sont les candidats. Je pense que ça devrait être l'objet probablement d'une réflexion pour les futurs de la part de la nouvelle Assemblée, non? Parce que quand même, je pense qu'il est important qu'il y ait un peu de clarté, et que les citoyens puissent écouter le voix de partis lors des législatives. Puis après, on a eu le premier tour de présidentiel. Alors là, il y avait moins de candidats. Alors il y avait déjà les entretiens, les interviews directes avec les candidats. Et alors la politique a commencé d'une manière ou d'une autre à s'insérer dans le paysage médiatique. Et l'ICI et tout ça est passé en deuxième, à une deuxième place, en deuxième plan, ce qui est normal, parce que dans un match de football, ce qui est le plus important, c'est les joueurs, c'est pas l'arbitre, n'est-ce pas? Non. Et puis maintenant, au deuxième tour, c'est l'éclosion de la politique dans les médias, justement parce que il y a moins d'acteurs, il n'y a que 2 acteurs principaux, puis évidemment il y en a d'autres, les autres candidats qui peuvent apporter ou non, apporter leur soutien aux uns et aux autres, et c'est maintenant qu'on voit vraiment la puissance et l'importance et du rôle des médias dans le déroulement de toute campagne électorale démocratique. Et c'est pour ça que nous suivons et nous faisons le monitoring avec beaucoup d'attention dès ces deuxièmes tours des présidentielles. Parce que s'il y a des tendances partisanes dans les médias, c'est maintenant que ça va se voir clairement. Avant, il y avait beaucoup d'acteurs. Et pour l'instant, vous ne pouvez rien dire sur ça. Et écoutez, est-ce que vous avez des rapports quotidiens sur la performance des médias? On a un monitoring quotidien, bien sûr, donc ça s'accumule dans l'ordinateur. Parce que parfois, il faut rattraper en cours de route. On ne peut pas attendre aussi pour découvrir le jour J que le déséquilibre est flagrant, et là, ce serait trop tard et inéquitable vis-à-vis de l'un des 2 candidats. Mais n'oubliez pas que la campagne électorale, elle est courte. Elle a commencé mardi dernier. Elle a commencé mardi. Donc, alors, si on s'est prononcé déjà à date de vendredi, en termes statistiques, ça serait pas trop sérieux, parce que l'ampleur... Il reste 8 jours quand même. 8 jours, et là, vous savez qu'il y a toujours des tendances différentes dans la couverture, dans le premier jour de la campagne, que dans le jour... quand la date des élections s'approche. Donc là, ça devient plus tendu, ça devient plus politique. Alors, je n'oserais pas me prononcer avant d'avoir tous les données de la couverture de 2 candidats dans les différents médias tunisiens. Bien. Alors, je voudrais revenir une seconde à la question des médias. Un média en particulier qui émet depuis Londres et qui a quand même quelque peu biaisé le débat électoral, au point que le patron de cette chaîne de télévision qui s'appelle Al Mustaqilla et qui émet depuis Londres est arrivé très bien classé à la fois aux législatives. Aux législatives, il a réussi à avoir 2 sièges, je crois, mais à la présidentielle, il est quand même dans le lot, dans les top 5. Et ça, c'est pas peu. Bon. On sait qu'en 2011, ce même monsieur
avait été plus ou moins sanctionné pour quelques listes, et même on a appris plus tard que l'autorité de l'audiovisuel en Grande-Bretagne l'avait aussi pénalisé parce qu'il a quand même biaisé le jeu électoral en Tunisie, même si ça concerne la Tunisie, mais c'est quand même un média soumis à la loi en Grande-Bretagne. Alors, je ne sais pas si ce cas de figure s'est souvent posé à vous lorsque vous observez des élections, d'avoir des médias qui émettent depuis l'étranger et qui, d'une certaine manière, échappent au contrôle du pays, de l'État. Bon, je dirais que ça se passe très souvent dans des pays qui partagent une langue à niveau régional. Et donc, à l'occasion l'arabe, même si dans le cas que vous évoquez, c'est plutôt une autre question. Mais quand il y a des chaînes internationales qui informent sur la politique, pas seulement dans le pays donné, mais de tous les pays de la région, et qu'on voit à un moment donné qu'elles sont très populaires, et alors ça peut influencer un peu On parlait beaucoup de ça en 2011, ici en Tunisie. Je pense qu'on en parle moins en 2014. Et oui, ça se voit. Nous observons que les médias qui émettent depuis la Tunisie, c'est une limitation de notre échantillon, hein. Mais c'est qu'on sait, parce qu'on nous l'a dit, parce qu'on le voit, c'est que Laïka a émis des réserves, des avertissements sur le cas de cette chaîne de télévision qui émet depuis Londres, dont vous parliez tout à l'heure. Moi, ici, je voudrais reconnaître le rôle des Laïka dans ces contextes, parce que beaucoup de choses ont changé en Tunisie, et ça, les citoyens qui nous écoutent le savent beaucoup mieux que moi. En Tunisie, on a passé d'un paysage médiatique contrôlé, monolithique, plus ou moins soumis au pouvoir, à une éclosion de médias, ce qui est extraordinairement bon pour la démocratie, absolument nécessaire pour la démocratie. Et puis le rôle de médias publics, comme c'est le cas de la Radio Nationale, comme c'est le cas de la Watania, a passé d'être un porte-parole d'un régime à devenir une télévision à vocation publique, neutre et pluraliste. C'est une énorme transition qui est difficile, pas seulement en Tunisie, mais partout dans le monde. Je me souviens de mon cas, l'Espagne, quand Franco est mort, puis il y avait que la télévision publique à l'époque, et puis les deux chaînes de la télévision publique ont dû progressivement se transformer des chaînes de télévision d'un régime déterminé à chaînes démocratiques, pluralistes, gérées et avec un équilibre et avec un devoir de neutralité politique. Et je dirais que quand on passe de médias d'un régime à des médias libres, il y a toujours une époque où on pense que la liberté des presse, c'est le fait qu'il n'existe pas une régulation de l'activité des médias. Mais hélas, l'activité des médias, surtout des médias audiovisuels, ont besoin d'une régulation, parce que les spectres radiomagnétiques, il est limité, donc il travaille en régime de concession pour l'attribution de fréquences, et ça exige des critères pour savoir entre beaucoup de demandes de licences qui peuvent l'avoir et pourquoi. Donc alors, la constitution tunisienne a décidé, en ligne avec les standards internationaux en matière de liberté de presse, de créer une instance indépendante pour gérer tout ça. Ça, c'est Laïka. Laïka, elle est nouvelle, elle vient d'être installée pratiquement. Elle apprend chemin faisant. Les médias apprennent aussi chemin faisant. Et je vois qu'il y a un effort de dialogue avec les médias. Enfin,
je pense et que de ça pédagogie aussi, quelquefois. Mais je trouve ça Expliquer extrêmement positif. Et pourquoi, oui. Vu de dehors. Oui. Et quand on voit le contexte régional où la Tunisie s'en sert, il faut dire que c'est quand même quelque chose de très intéressant. On revient de loin ici. Aussi. On a quand même vécu une 50aine d'années où tous ces débats n'avaient pas lieu. Et tout à fait. Et je sais que peut-être beaucoup des Tunisiens qui nous écoutent vont dire, pour lui c'est facile de dire ce genre de choses, mais ici la chose est plus difficile, plus compliquée. Bon d'accord, je pense qu'il y a deux perspectives, une tunisienne, une autre externe. Les deux sont intéressantes et les deux sont compatibles. Et je pense que les deux perspectives s'enrichissent mutuellement. Mais vu de dehors, c'est qui est notre fonction. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une certaine compétence technique. Nous avons l'exemple, le fait d'avoir vécu des élections un peu partout dans le monde, donc avoir le regard comparé aussi. Et puis, nous avons le fait de ne pas être tunisien, c'est-à-dire de ne pas être dans le combat politique. Nous n'avons pas une histoire tunisienne. Je veux dire, nous sans être des nôtres, pas voilà. Alors, je dirais qu'il faut mettre en valeur le rôle de l'AICA. Voilà. Tout à fait. Alors, maintenant, tout à l'heure, vous aviez parlé du foisonnement de listes et vous avez dit qu'il y avait quand même un nombre considérable et que même les médias n'arrivaient pas à suivre et du coup, elles se sont intéressées à autre chose qu'aux candidats. De votre point de vue, comment jugez-vous le code électoral, puisque cela fait partie aussi de votre travail d'observation, de voir la législation en place et d'examiner si elle est équitable d'abord et si elle peut favoriser l'expression réelle de cette démocratie, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas de seuil, le fait qu'on ait maintenu le financement préalable, ce qui encourage les partis honnêtes et les partis malhonnêtes aussi. On sait qu'on n'a pas récupéré tout l'argent de 2011, par exemple, tous ceux qui devaient rembourser. Je ne sais même pas où on en est pour le remboursement des initiatives de 2014 et tout ça. Tout ça, c'est beaucoup d'argent pour un pays qui n'en a pas beaucoup. Et donc, quelle est votre appréciation de ce code électoral? Vous avez parlé du rôle de notre nouveau Parlement, cette nouvelle Assemblée des représentants du peuple qui vient d'être installée, elle aussi, il y a quelques jours seulement. L'un de ces chantiers, c'est peut-être de reconsidérer ces lois-là, ce dispositif législatif en rapport avec les élections. Bien sûr, nous avons fait une analyse de la législation électorale tunisienne, enfin pas seulement la loi électorale, mais aussi d'autres textes qui ont une forte influence sur le processus électoral. Et notre conclusion, c'est que globalement, ils sont d'accord, ils sont en accord avec les standards internationaux en termes de sélection démocratique. Donc, ces textes, ils permettent parfaitement la tenue d'élections démocratiques. Est-ce que tout est parfait? Bien sûr que non. Ni ici, ni nulle part. Et il faut dire que vous trouverez difficilement deux textes de loi électorale qui soient identiques. C'est vrai que dans la loi électorale tunisienne, il y a beaucoup de la loi électorale française. Et donc, beaucoup de choses qu'on peut critiquer chez la loi électorale française, on peut la critiquer aussi chez la loi électorale tunisienne. Mais nous, on va faire de recommandations, pas beaucoup de recommandations, mais peu de recommandations claires et importantes à la nouvelle Assemblée, au nouveau gouvernement. On va revenir, Madame Netz, qui est la chef de la mission, la mission est présente ici. Nous avons reçu il y a quelques jours à notre micro, d'ailleurs. Oui, voilà, on reviendra les deux pour présenter ces rapports qui aura de recommandations pour des éventuelles réformes législatives dans le pays. Vous avez évoqué la question du seuil. La question du seuil, ça revient aux législateurs souverains de la décider. Il y a tout genre de cas dans le monde. Par exemple, en France, il y a un seuil.
En Allemagne, il y a quelque chose comme un seuil parce que c'est un système mixte. En Espagne, il n'y a pas de seuil. Donc, ça dépend énormément des législations électorales. Et vous avez parlé du financement public, qui c'est une bonne initiative, mais il faut dire que quand même le financement public, d'abord, il ne faut pas oublier que pour le financement public, il y a un seuil, c'est-à-dire si vous n'arrivez pas à un certain résultat, vous devez rendre l'argent. Est-ce qu'on les récupère, oui ou non? Ça, c'est une autre chose. C'est déjà dans le domaine du réel, mais dans la loi, il faut obtenir un certain résultat pour pouvoir conserver le financement public. Sinon, vous rendez l'argent. Et en plus, ça se paye par tranche. Donc, on paye une première tranche de 50%, et puis avant les élections, et on ne paye la deuxième après connaître les résultats. Donc, si vous n'avez pas atteint le seuil, vous ne recevez pas la deuxième tranche. Et puis, je devrais dire que dans notre opinion, et c'est pas seulement notre opinion, c'est dans l'opinion de beaucoup de partis politiques, et même déjà de certains membres de la société civile tunisienne, et je dirais que même de beaucoup de contrôleurs, donc de contrôleurs de l'ICI qui regardent les finances, c'est que pas seulement le financement public, mais le plafond établi qui pour les législatifs est de 5 fois la quantité, la somme versée par l'indemnité publique, et dans le présidentiel c'est 10 fois le financement public. Elle est modeste quand même, elle est modeste. Et donc si vous voulez vraiment atteindre toutes les villes et tous les villages de la Tunisie, avec cet argent, vous ne pouvez pas les faire. Ça, je vous l'ai dit ouvertement. C'est impossible. Parce qu'en plus, il faut comptabiliser. On doit relativiser quand même. Ce ne sont pas les coûts de l'Europe. Oui. Ça coûte pas pareil de faire une affiche ici ou de louer un placard. Oui, mais puis, la question de cette affiche, c'est très important. Parce que, par exemple, pendant la législative, ils ne sont autorisés que dans les zones d'affichage prévues par... donc si vous allez dans n'importe quel autre pays, vous trouvez de la propagande politique absolument partout. Et ici aussi, la publicité politique, elle est interdite dans les médias, ce qui est terriblement cher et qui alourdit beaucoup les budgets avec lesquels il faut compter pour faire une campagne décente dans la plupart du pays. Ici, c'est interdit. Donc, je dirais que... Et je reviens à cette vision un peu de l'extérieur pour mettre un peu dans son contexte et donner le vrai poids aux choses. Et les campagnes électorales ici en Tunisie sont, en toute évidence, bien moins chères que dans d'autres pays comparables en termes de revenus per capita, justement du fait que la loi électorale établisse beaucoup de limitations pour dépenser de l'argent. Bien, alors nous allons revenir à cette question d'observation. La société civile tunisienne aussi observe. Alors observez-vous les observateurs. Vous qui êtes observateurs donc européens, vous savez qu'il y a essentiellement 4 grandes organisations de la société civile qui sont très très actives dans ce domaine. Il y en a qui étaient actives déjà en 2011, il y en a qui ont surtout émergé cette fois-ci. Il y en a qui sont plus critiques que d'autres parce qu'on les entend. Il y a ceux qui paraissent n'être jamais satisfaits. Ils ont des exigences extrêmement élevées et ils aspirent à ce qu'on soit vraiment un modèle pour le monde. Il y a ceux qui relativisent un tout petit peu, qui disent voilà, on a relevé telle ou telle chose, mais tout bien réfléchi, c'est pas plus mal que ça. Alors vous, par rapport à cela, est-ce que c'est l'un de vos critères d'observer les observateurs? Bon, nous, on n'observe pas les observateurs, on parle avec eux, on échange de points de vue, on les respecte énormément, on admire leur travail. Je dirais que la société civile a été l'un des piliers de cette transition. Absolument. Je dirais la grande société civile et la petite société civile. C'est-à-dire le grand vecteur, comme c'est les syndicats ou les entrepreneurs, et puis les sociétés issues de la société civile et spécialisées dans des domaines spécifiques, que ce soit les médias, que ce soit les élections, que ce soit la protection des consommateurs, etc., etc. Donc je pense que c'est un pilier fondamental. Et évidemment,
Je vous parlais tout à l'heure de deux visions complémentaires. Non, la vision de l'extérieur qui met dans le contexte ce qui se passe dans le pays, dans les contextes global et international, et par rapport à d'autres élections qui sont aussi considérées démocratiques. Donc on ne va pas dire que la Tunisie est moins démocratique que d'autres pays quand elle fait de meilleures élections. Donc ça serait une contradiction dans les termes. Non, mais pour ça il faut avoir le main comparé. Et puis il y a aussi un élément pour le cas de certaines organisations de la société civile tunisienne qui disent nous on se compare pas avec personne, on se compare avec l'idéal. Et alors voilà, elles émettent leur jugement et ils mettent la barre très haut. Oui, la barre très haut. Et puis point de vue méthodologique, quand même, il y a quelques nuances à y introduire, parce que le fait que dans un bureau de vote se passe une chose, ça ne veut dire que dans ces bureaux de vote, cette chose s'est passée. Pas plus. Si cette même chose se passe dans 5% des bureaux de vote, alors ça veut dire une autre chose. Et si ça se passe dans 50%, alors ça devient grave. Mais et en plus, pas tous les dépassements ont la même importance. Et puis, c'est pour ça que nous, dans notre observation, je voudrais dire que nos observateurs de long terme sont ici depuis septembre et ils ne quitteront le terrain qu'à la fin de l'année. Donc on a couvert tous les territoires nationaux pendant toute la durée des processus. Nous faisons une observation statistique, donc c'est-à-dire on donne des valeurs aux dépassements ou aux infractions qu'on repère. Et nos statistiques des journées électorales ont été très 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 positives en ce qui importe, qui est la transparence, la neutralité et la régularité des procédures. Puis, de petits problèmes parce qu'il y avait une affiche à l'entrée du bureau de vote, etc., ou quelqu'un qui a crié « vive tel parti » ou « vive tel autre parti », ce sont des choses qui ont une importance relative et qui ne vont pas mettre en question. Bien sûr, il faut dire à la dame ou au messier qui crie ça, quitter les bureaux immédiatement, et ça doit être fait et est normalement fait par le président du bureau de vote, ou bien s'il y a des affiches dans la proximité du centre de vote, il faut les enlever. Et pour ça, vous pouvez réagir immédiatement, vous ou non? Nous pouvons relever les problèmes. Les observateurs, normalement, ne peuvent à peu près rien faire. Nous pouvons et nous devons communiquer aux autorités pertinentes, dans ces cas aux autorités des LICI et des IRI, et toutes les infractions que nous repérons. Nous pouvons les communiquer, mais nous ne pouvons jamais interférer. Vous avez un code, bien entendu. Nous avons un code qui est le code classique des observateurs et qui est devenu un peu le modèle de tous les codes des observateurs qu'il y a dans le monde. Et bien sûr, pour nous, la neutralité, la non-ingérence, l'impartialité, ce sont des normes absolument fondamentales. Bien. Alors, à part toutes ces questions disons plutôt de méthode et de procédure et les questions aussi légales, il y a aussi la question de l'analyse du discours. Aujourd'hui, le débat en Tunisie, il a rapport avec ça. Il y a même ceux qui poussent jusqu'au point de dire, est-ce que le slogan de campagne de tel ou tel candidat n'est pas en lui-même un appel à la sédition? De dire nous gagnons ou nous gagnons, par exemple. Certains l'ont interprété comme étant nous gagnons à la loyale, sinon on trouvera bien une autre manière de gagner. Mais de toute façon, finalement, il y a même eu quand même une déclaration il y a quelques jours de l'un des candidats qui a dit si je ne gagne pas, c'est que quelqu'un a triché. Et ça, c'est quand même non seulement un procès d'intention, mais c'est aussi un appel en quelque sorte à la rébellion. Et quand ça vient d'un finaliste, c'est quand même inquiétant. Qu'en pensez-vous? Bon, sans trop vous mouiller. Oui, non, mais bon, ces genres d'appels, on les a observés dans beaucoup de pays. En fait, c'est assez classique. Mais moi, je dirais que d'un côté, à chacun son rôle. Donc, au candidat
ils ont un rôle, c'est-à-dire pendant la campagne électorale, il consiste à essayer de faire passer un message, d'essayer d'obtenir l'appui du nombre le plus élevé d'électeurs qu'ils puissent le faire. Et donc pour ça, le discours politique, il est toujours très ouvert. Il faut pas non plus avoir trop peur des attaques en campagne et des propos en campagne, parce que la nature de... Attendez, c'est une attaque à l'ISI. Ouais, non, je vais qui attaque son rival, non. Je vais continuer. Là, je vais continuer sur ça. Donc d'un côté, il y a le candidat qui ont le rôle de faire sa campagne, de trouver, d'essayer leur stratégie. Et puis il y a le rôle de l'ISI, qui est le sien, qui est de mettre calme dans les jeux et d'agir conformément à ce qui lui permet la loi. Donc que recommandez-vous en l'occurrence? Quand vous êtes face à de telles déclarations, vous-même, que recommanderiez-vous si vous deviez voir l'ISI? Est-ce que nous avons dépassé la limite, ou bien ça reste encore gérable et ça ne mérite pas de sanctions particulières? Écoutez, la fonction principale d'une mission d'observation électorale professionnelle, comme la nôtre, c'est d'observer, puis il y a les sélections, puis il y a le résultat, et à un moment donné, même s'il y a des candidats qui disent ou qui puissent dire il y a de la fraude, il n'y a pas eu de la fraude, nous allons dire ce que nous avons observé, et nous pouvons établir et clairement déclarer comment nous apprécions les sélections. On l'a dit déjà dans les deux premières scrutins que nous avons observés. Voilà, pour les législatives, on dit le peuple tunisien consolide sa démocratie par des élections inclusives et crédibles. Donc, inclusives et crédibles. D'accord, oui. Et dans la deuxième, voilà, le peuple tunisien renouvelle son attachement à la démocratie lors de premières élections présidentielles crédibles et transparentes. Donc nous nous prononçons sur la régularité du processus, et puis c'est tout ce que nous pouvons faire. Donc si jamais il y a un candidat qui dit que les sélections n'ont pas été démocratiques ou quoi que ce soit, qu'il a eu de la fraude, d'abord il doit s'adresser aux instances juridictionnelles d'abord, et puis après notre rôle, c'est tout simplement de nous prononcer sur le processus, et ça c'est un élément aussi qui peut entrer dans les débats, mais nous on n'est pas le peuple tunisien et on n'est pas les tribunaux administratifs. Bien, une dernière question peut-être, ou avant-dernière, ça va dépendre en principe, l'une des dernières en tout cas, dans les principes fondamentaux de votre mission, vous dites que l'observation électorale internationale se fonde sur les principes de couverture totale, d'impartialité, de transparence et de professionnalisme. Vous dites aussi que l'objectif ultime est de rendre l'observation superflue en ancrant profondément la démocratie dans chaque pays grâce au développement des moyens au niveau national. Et là, nous comprenons que vous êtes en train de tout faire pour que votre mission n'ait plus de raison d'être. C'est-à-dire que d'élection en élection, de rendez-vous en rendez-vous, un beau jour, vous allez dire, la Tunisie, on n'observe plus, ils sont sur les rails, et ça va très bien se passer, parce que ça y est, ils sont rodés à la démocratie, la mécanique est en place, les textes sont en place, les hommes qu'il faut sont là et passeront le relais à d'autres personnes aussi qualifiées, et donc nous sommes tranquilles. Donc vous œuvrez aussi à la fin de votre travail. C'est une sorte de nirvana, n'est-ce pas? Oui. Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Je pense que c'est très positif. C'est comme le médecin qui travaille à la fin de son propre métier, puisque s'il guérissait tout le monde, il n'aurait plus de raison de travailler. Oui, tout à fait, tout à fait. Et là, je voudrais dire qu'il y a un élément fondamental pour les sélections. On parle de l'ISI, on parle des candidats, mais quand on est arrivé ici, on ressentait, aussi bien dans la presse que dans la société civile, qu'en parlant aux gens dans la rue,
qui avait une forte méfiance. Donc, que le fait que pendant plus de 40 ans, les élections en Tunisie n'étaient pas libres, ça avait laissé une trace très profonde dans l'âme et dans les mentalités des Tunisiens. Oui. Alors, je pense que ces processus électoraux, du fait que jusqu'à présent, on va voir ce qui se passe avec le deuxième tour, mais que jusqu'à présent, ça s'est très bien passé et va contribuer inévitablement à augmenter la confiance des citoyens dans les processus électoraux tunisiens et organisés par des Tunisiens pour la Tunisie. Et donc je pense que c'est positif. C'est pas un schéma qu'on fait tout de suite, ça prend du temps, mais je pense qu'après quelques élections qui se passent dans les conditions qui se sont passées les élections de 2014 jusqu'à présent, j'insiste, je peux pas me prononcer sur ce qui va se passer au deuxième tour, je parle de la législative et du premier tour de la présidentielle, ça va contribuer à créer une culture politique de confiance dans le processus électoral. Et ça, c'est la meilleure garantie pour la démocratie, la confiance du peuple. Voilà. Et le chemin parcouru jusque-là est assez bon. Ça aurait pu être un peu plus vite, mais quand même. Bon, nous, on ne se prononce que sur les élections qu'on a observées. C'est pas à nous d'évaluer si la transition est très très courte ou très longue. Ça, c'est aux Tunisiens. Ça, je ne peux pas vous dire parce que ce sont des décisions prises à Bruxelles, etc., etc. Je dois vous dire que normalement, nous observons des élections municipales très, très, très rarement. Parce que, bon, il y a des contraintes budgétaires aussi, etc. Mais, c'est que je peux vous assurer. La nouvelle constitution donne beaucoup de prérogatives au niveau local, régional, municipal, etc. Ça va être très, très important. Absolument. C'est très important, sauf que il faut savoir aussi qu'observer des municipales est très difficile en termes statistiques parce qu'il y a beaucoup de circonscriptions. Donc alors pour avoir un échantillon représentatif qui nous permette de bien nous prononcer, c'est un peu plus compliqué. Ça peut se faire, mais c'est un peu plus compliqué. En tout cas, je vous dirais que je ne me trompe pas si je vous dis que même que l'on soit pas commission d'observation aux législatives, l'Union européenne sera toujours coude à coude avec le processus démocratique tunisien. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, Monsieur José Antonio de Gabriel Pérez. C'est bien comme ça? Tout à fait. Voilà. Vous êtes donc le chef observateur adjoint de la mission d'observation électorale de l'Union européenne en Tunisie. Et on a eu beaucoup de plaisir à converser avec vous, à la fois autour de ce qui s'est passé jusque-là, mais aussi de ce qui nous attend le 21 décembre prochain. Merci beaucoup de votre visite. À bientôt. Et merci à vous, auditeurs, et à la semaine prochaine. C'est moi qui vous remercie. Merci. C'était Carte sur table, une émission proposée par Anouar Maalla.